Une solution principale, ça s'appelle Lemlist. En effet, on a à peu près 20 000 clients partout dans le monde. Aujourd'hui, on fait 42 millions de revenus récurrents annuels. On est en croissance assez forte, de l'ordre de 50% à peu près par an. Donc, par exemple, quand tu vas dans une entreprise et que tu parles aux équipes opérations qui te disent nous on a construit telle et telle chose avec de l'IA, les commerciaux souvent vont te dire non, moi j'utilise finalement assez peu l'IA. Ce qui est étonnant parce que justement la promesse de l'IA, c'est avant tout pour moi une interface d'interaction. Que les boîtes qui sont les plus fortes au sens qui ont le mieux compris comment faire de l'adoption de l'IA, parce qu'en fait il y a quand même de la conception qui doit être centralisée. La conception elle repose forcément sur des fonctions où les gens ont le temps et dont c'est le métier de concevoir le truc, quoi. Bonjour, je m'appelle Nicolas Marchais et bienvenue dans My First AI, le podcast où je vais à la rencontre de dirigeants et d'entrepreneurs de l'IA. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Charles Thénault. Salut Charles. Salut Nico, merci. Charles qui est le CEO de Lemlist. Bon, c'est plutôt toi qui m'accueille puisque c'est un podcast takeaway. On n'est pas dans le studio habituel. On est chez vous, dans les bureaux de Lemlist et vous avez un studio de podcast. C'est quoi le concept? C'est assez rare pour une boîte de logiciels. Ouais, nous on fait en effet on est une boîte de logiciels, mais on fait beaucoup de contenu. Donc on enregistre plein de contenus pour de plein de formes différentes. Ça peut être des shorts pour Instagram, ça peut être des formats plus longs, des podcasts, etc. Et comme on aime beaucoup produire du contenu et faire des choses un peu drôles, et on a notre propre studio, ce qui facilite quand même pas mal la création. Très cool. Bon, en tout cas, on est bien accueillis. Aujourd'hui, on va parler d'IA, ce que vous en avez fait dans votre produit, sur le marché. Je sais, parce qu'on en a déjà discuté, que tu peux avoir une opinion un peu contrarienne, comme on dit, sur l'IA. Charles, toi, c'est quoi aujourd'hui? Tu as été DAF, tu as été CEO, là, tu es CEO. C'est quoi ton opinion un peu à contre-courant sur l'IA? Ouais, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas mal trouvé. Autant, tu vois, j'utilise beaucoup l'IA au quotidien. Autant, je trouve qu'il y a quand même un vrai gap entre ce qu'on voit concrètement comme impact, tu vois, dans les équipes et le bruit que ça peut faire. Ou, tu vois, et donc, moi, dans mon industrie, par exemple, sur la partie sales, il y a des tendances qui arrivent où on se dit ça peut être le pricing par site, par siège et par utilisateur va mourir, on va faire que du pricing à l'usage. C'est les sales, le métier de vendeur est un métier qui va mourir parce que les vendeurs vont être remplacés par des IA. Ça peut être... il y a plein de tendances à chaque fois ou alors même les développeurs vont mourir parce que ça va être des IA qui développent. Et donc ça nourrit beaucoup de fantasmes. Et quand tu compares ça avec concrètement ce qui est fait, il y a quand même une grosse différence. Et même dans une boîte comme nous, qui est quand même très technologique, on va dire, parce qu'on fait du logiciel et on a un tiers des collaborateurs qui sont des développeurs, on voit qu'il y a quand même un énorme écart entre ce qui est censé être l'état de l'AI et de l'IA et ce qu'on voit concrètement dans le quotidien, quoi. Tu dirais, c'est quoi des contre-vérités sur le sujet de la facturation? J'étais avec Lucas Taplace il y a quelques semaines, qui est le CEO d'Hyperline, un outil de facturation. Et effectivement, lui, il dit qu'en réalité, même les boîtes américaines continuent à facturer à un frais de licence fixe qui a très peu de prix au résultat dont tu parlais. Ce gap-là, tu vois, cet écart entre ce qui nous est raconté toute la journée dans les médias, les réseaux sociaux, sur la super intelligence et ce que tu vois, tu penses que c'est quoi? Que c'est du marketing, qu'il y a un décalage, que c'est créé par les gens qui fournissent ces technologies? T'en penses quoi? Je suis pas... mon analyse, déjà, c'est que faut voir à qui profite le crime, tu vois, quand il y a des bruits. Donc, il y a déjà, évidemment, moi, je fais pas mal de LinkedIn. Et donc, je vois très bien comment ça marche sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui ont de l'audience, qui vivent de LinkedIn. Donc, en fait, ces gens-là, ils ont intérêt à ce qu'il y ait du bruit. Et donc, annoncer que, par exemple, un spécialiste du logiciel qui te dit, en fait, le pricing à l'utilisateur est mort, ça lui fait ça lui fait du reach, ça va lui permettre de toucher plus de gens. Donc, je pense qu'il y a clairement un intérêt, tu vois, des gens d'annoncer des énormes choses comme, par exemple, la vente, c'est mort ou ça va être totalement transformé, qui font peur et qui vont faire réagir. Et donc, clairement, ça alimente, tu vois, un truc un peu général où il y a beaucoup de fantasmes sur ce que peut faire l'IA et qui crée une décorrélation totale. Et je pense qu'il y a un autre truc que je me suis souvent dit, c'est que l'IA, en fait, a un truc totalement magique, en fait. C'est-à-dire, tu as été commercial, tu sais ce que c'est de faire une démonstration d'un produit, de montrer un produit. L'IA, c'est vraiment magique en fait quand tu le montres en démonstration, parce que typiquement, par exemple, on peut prendre les exemples de, tu vois, Lovable, Replit, qui sont des logiciels qui te permettent de développer un logiciel sans développeur, sans avoir des compétences de développement.
il y a un côté incroyablement magique parce qu'en fait, toute ta vie, tu as voulu développer quelque chose, tu n'as jamais pu parce que tu n'avais pas les compétences. Là, tu vas écrire en langage naturel, donc tu écris ce que tu veux faire et le logiciel te le construit. Et donc, l'effet que ça produit est juste hallucinant. Donc, en fait, tu as un côté miraculeux. Donc, pour moi, ce qu'on appelle le product market fit, il est évident parce que en fait, ça résout des problèmes que tout le monde a et qui sont vraiment partagés. Le problème, c'est pas est-ce qu'il y a un product market fit, est-ce que ça résout des vrais problèmes. Le problème est est-ce que ça les résout bien et durablement. Et c'est là où je vois qu'il y a un gap. Tu vois, par exemple, c'est sûr que tu peux, et on peut faire le parallèle avec le sales, mais il y a eu une grosse tendance sur ce qu'on appelle le SDR AI. Donc le SDR, c'est la personne qui est spécialisée en prospection. Remplacé par une AI, et donc il y a eu des marques qui ont annoncé que arrête de recruter des humains, recrute Ava, notre AI SDR, et donc ça a fait un buzz énorme. Il y a eu des gros levées de fonds. Comment ? Et un tollé. Et un tollé, il y en a qui n'ont pas aimé. Il y avait leurs affiches de pub où l'incarnation de leur marque, c'était des images de vraies personnes. D'ailleurs, il y a une échelle, tu le vois dans l'incarnation de l'IA, tu as des gens où c'est c'est du post-expressionnisme américain où c'est des couleurs, c'est des gradients. De l'autre côté, tu as des trucs ultra incarnés justement avec des images d'humains sur les sites, sur les affiches. C'est intéressant aussi de voir culturellement ce que ça dit de la place qu'ils veulent que leur outil ait chez les salariés. Il y en a un qui est complètement abstrait, qui crée un genre de distance aussi, qui amplifie la magie. Il y en a un autre où on te dit, le narratif, c'est le logiciel va remplacer l'humain. Je trouve qu'il y a un espace aussi pour nous, boîte européenne, à avoir un truc qui reste un outil au service d'eux. Tu le vois d'ailleurs dans les robots humanoïdes Tesla versus ceux d'Enchanted Tools, où tu as des pieds qui ne sont pas des pieds, mais des boules. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ce narratif-là dans votre marché. Ouais, c'est sûr. Nous, ça a été... Et tu vois, quand tu regardes, si tu parles avec un dirigeant d'entreprise et que tu lui dis... combien de coûtent tes commerciaux, peut-être ça se compte en millions. Tu dis demain je vais te remplacer ça par un truc qui te coûte 10 fois moins et qui fait la même chose et qui se met pas en grève et tu vois, et qui va te trouver des clients. Évidemment que n'importe qui achète, n'importe quel est le bon capitaliste, tu vois. Donc c'est pas étonnant que ça marche. Après il y a le problème que ça pose purement économiquement. Je vais pas rentrer dans des débats philosophiques, etc., qui sont plus complexes, mais si je parle purement de logiciels, derrière la problématique, c'est est-ce que ça délivre la promesse. Donc la promesse, elle est exceptionnelle, elle met tout le monde d'accord, c'est génial. Maintenant, est-ce qu'on délivre quelque chose qui est à la hauteur de la promesse? Et c'est souvent là où il y a une déception, en fait. C'est souvent quand il faut vraiment voir les résultats, ce qui est produit. En fait, on se rend compte que finalement, y a un décalage. Par exemple, si c'est une voix, en fait, tu as un petit décalage, que ça fait pas très naturel, qu'il y a des réponses qui sont un peu bizarres, que tu n'as pas forcément envie de parler à un robot. Donc, en fait, il y a plein de problématiques après dans la mise en application qui font que je trouve qu'il y a un gap entre un écart entre ce qui est espéré et ce qui est fantasmé et ce qui est vécu, quoi. Et Charles, du coup, vous êtes, on va discuter de l'Emlist après, mais toi, tu es en contact avec les clients, les utilisateurs de cet outil d'engagement pour les équipes commerciales. Qu'est-ce qu'ils te disent, eux? Ça, c'est toi, ton opinion. Qu'est-ce qu'ils te disent, eux, de ce qu'ils ont effectivement réalisé comme gain, de leurs attentes, de leurs objections? Est-ce que tu as vu une évolution? Est-ce que tu as des données à nous partager là-dessus? Ouais, alors c'est vachement intéressant que tu poses la question parce que là, je prépare une conférence que je vais la semaine prochaine et où je voulais... pour bien faire la conférence, j'ai voulu parler avec plein de, on va dire, les meilleures boîtes au monde, les meilleures sociétés au monde en termes d'avancées sales et marketing, quoi. Et donc, j'ai contacté une vingtaine d'entreprises, par exemple Ramp, des boîtes américaines qui sont qui réussissent super bien, Eleven Labs, qui est un de nos clients, mais j'ai aussi parlé avec des boîtes françaises comme Penny Lane, Pigment, Alan, etc. Et en essayant de poser vraiment la question de, OK, qu'est-ce que tu construis concrètement comme cas d'usage avec l'IA? Qu'est-ce qui est vraiment utilisé? Et est-ce que tu peux me partager des chiffres d'utilisation pour me dire à quel point c'est utilisé ou non? Et en fait, le constat, il est super intéressant parce qu'en fait, en réalité, déjà, il y a un énorme gouffre, il y a un énorme écart entre les gens qui conçoivent des produits IA dans les entreprises et les gens qui les utilisent. Donc, par exemple, quand tu vas dans une entreprise et que tu parles aux équipes opérations qui te disent nous, on a construit telle et telle chose avec de l'IA, et que tu parles avec les commerciaux et que tu leur poses les mêmes questions, tu as des réponses qui sont très différentes. Les commerciaux souvent vont te dire non, moi j'utilise finalement assez peu l'IA ou on m'a donné ce truc qui utilise de l'IA mais je l'utilise pas trop. Alors ça c'est intéressant si on fait parenthèse là-dessus. C'est-à-dire qu'à nouveau, si c'est celui qui construit et celui qui utilise sont différents, c'est là où il y a le même problème d'adoption de l'outil. Ce qui est étonnant parce que justement la promesse de l'IA,
c'est avant tout pour moi une interface d'interaction. Donc, c'est une nouvelle manière d'interagir avec du logiciel standard et avec des modèles qui, avant, n'étaient pas accessibles au commun des mortels, parce qu'il fallait être data scientist, il fallait potentiellement les entraîner, ça coûtait très cher. Et justement, toute la promesse, c'est que les équipes non techniques, donc des équipes commerciales, des équipes financières, des équipes RH, puissent créer leurs propres outils, leurs propres logiciels pour avoir de l'adoption. Et toi, tu dis que dans ces entreprises-là, tu as le mouvement de, à nouveau, ces équipes opérations qui sont emparées du sujet. Du coup, les équipes commerciales n'utilisent pas. À 100%. Bah, ça, c'est le débat qui est exprimé en centralisé versus décentralisé. Donc, centralisé, c'est les équipes opérations qui vont produire des produits internes qui utilisent l'IA pour les commerciaux. Et décentralisé, c'est la consommation. Enfin, c'est l'utilisation IA par les gens qui ont vraiment l'usage final. Et en effet, je pense que les boîtes qui sont les plus fortes au sens qui ont le mieux compris comment faire de l'adoption de l'IA, c'est celles qui arrivent à trouver le bon juste milieu, à centraliser, parce qu'en fait, il y a quand même de la conception qui doit être centralisée. Tu peux pas attendre d'un commercial qui a déjà du boulot toute la journée et qui passe sa vie à rencontrer des prospects, d'aller concevoir un produit IA. Même si le produit IA est... en fait, évidemment, tu peux lui donner un accès à ChatGPT, à Claude, peu importe, et lui proposer d'écrire, mais les résultats qu'il va obtenir seront pas forcément excellents parce que tu n'as pas forcément donné du contexte. L'IA a besoin de contexte. Donc, si tu prends un modèle général, elle ne connaît pas ta société, elle ne connaît pas tes clients, elle ne sait pas qu'est-ce qui marche pour toi. Donc, il lui faut du contexte. Ce contexte-là, il faut que l'IA y ait accès. Donc, il faut concevoir un système où l'IA va pouvoir accéder au contexte. Et donc si tu n'as pas ça, je pense que c'est très compliqué. Donc, la conception, elle repose forcément sur des fonctions où les gens ont le temps et dont c'est le métier de concevoir le truc, quoi, tu vois. Donc, toi, tu dis que dans ces entreprises-là, il y a le même constat qu'il peut y avoir un décalage entre ce qui a été pensé par les équipes qui conçoivent et les équipes utilisatrices. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as appris pendant toutes ces interviews? Ouais, en fait, là où c'est super intéressant, c'est qu'après, on rentre un peu plus dans le métier de sales, de vente. Mais en fait, moi, je décompose souvent la vente. En fait, la façon dont je l'ai décomposé, c'est tu as tout ce qui va être prospection, donc c'est je vais chercher des prospects. Tu as tout ce qui est entrant, donc c'est des prospects vont venir sur mon site et demander à être contactés, etc. Après, tu as tout ce qui est la vente, c'est-à-dire une fois que tu as commencé à interagir avec un prospect, jusqu'au moment où tu signes un bon de commande. Et après, tu as l'après-vente, une fois que tu as signé le bon de commande. Et en fait, je trouve que la maturité de l'IA sur ces 4 parties, elle est assez différente. En réalité, concrètement, sur, tu vois, par exemple, la prospection, l'IA est assez mature, mais c'est pas sur toute la partie de la prospection, parce qu'après il y a un autre axe qui va être, est-ce qu'on parle de données, c'est-à-dire j'ai de la donnée qui me permet de prospecter, de l'orchestration, c'est est-ce que je suis capable de prendre des décisions avec la donnée, et après on va dire de l'engagement, c'est-à-dire je vais concrètement interagir avec des humains. Et sur chacune des intersections, tu as des niveaux de maturité super différents. Je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. Par exemple, en prospection, l'IA a un très très fort impact sur la partie de données. Et je peux expliquer de plein de façons comment, mais par exemple, tu as de la donnée qui n'est pas structurée, qui n'est pas de bonne qualité. L'IA va faire un travail génial d'aller remettre en qualité la donnée. Par exemple, tu vas avoir marqué monsieur, madame, tu as envie d'écrire MR, MRS, j'en sais rien. L'IA est très forte pour faire ça. Ou alors, tu vas avoir une description d'une entreprise et tu dis, à partir de ça, je veux juste que tu me dises, est-ce que c'est du B2B ou du B2C ? L'IA va être très forte pour faire ça. Donc en fait, tout ce qui va être gestion de la donnée qui va te servir à prospecter, ou même par exemple des gens qui font une demande sur ton site pour parler à un commercial, tu peux les qualifier, tu peux retraiter de la donnée, de l'information, que tu peux même orchestrer. Ça veut dire par exemple, aller regarder le site, la personne t'a fait une demande d'information, tu vas sur son site, tu vas prendre les informations de son site et tu vas dire, faire un score, te dire est-ce que c'est un prospect qui est de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Ça, vous le faites chez Lemlist, typiquement, ce type de workflow? Sur l'entrant, non, parce que nous, on est spécialisé sur la prospection. Mais sur la prospection, oui, on le fait. Et d'ailleurs, en vrai, sur l'entrant, on pourrait aussi utiliser la plateforme pour le faire. Mais dans vos propres opérations, pardon. Oui, dans nos propres opérations, oui. D'accord. Ouais. Donc, c'est important, selon toi, d'avoir compris dans mon métier les différents niveaux de maturité des produits, des modèles, et démarrer probablement là où la maturité est très bonne. Voilà. Qu'est-ce que tu recommandes sur le reste? De laisser de côté, de revoir plus tard? Ouais, moi je pense que je recommande en effet de faire les choses où c'est éprouvé. Et les choses où c'est éprouvé, c'est vraiment... parce qu'en fait, sinon, après, c'est plus de la R&D, de la recherche et développement. Et en fait, alors évidemment, ça dépend de la maturité de la société. Et si une société a énormément de ressources et veut innover fortement sur l'IA, pourquoi pas explorer des nouveautés. Par exemple, Eleven Labs, ils ont un truc très intéressant. Pour le coup, eux, les demandes entrantes,
quand c'est pas suffisamment sûr, donc les gens qui demandent à parler avec des commerciaux, quand ils sont pas suffisamment sûrs de la qualité du prospect, ils vont le faire parler à une IA. Donc c'est une IA de voix qui répond aux questions et qui qualifie le prospect, c'est-à-dire qui lui demande c'est quoi ton budget, qu'est-ce que tu cherches, qui connaît bien le produit. Eux-mêmes fournissent des technologies de voix. Donc alors c'est aussi une façon de montrer leur produit. Donc c'est à des fins commerciales, c'est assez malin parce que c'est leur technologie qui est utilisée pour ça. Mais eux, par exemple, ils ont ce cas d'usage que pour le coup, je trouve super intéressant, mais qui est assez peu mature. Et donc, c'est quand même assez risqué. Donc toi, tu te dis en tant que PDG, c'est pas ça que je vais implémenter en premier. Tu dis à tes équipes, prenons ce qui est prouvé. Sur peut-être un périmètre plus restreint. Et les gains derrière, Charles, toi, t'en attends quoi? C'est quoi tes attentes? Est-ce que tu as modélisé votre plan de recrutement différemment? Est-ce que vous en êtes là en me disant j'ai besoin de 10% de taille d'équipe en moins? Est-ce que c'est l'aspect agréable, tu vois, du travail, on mécanise ce qui mérite de l'être? Est-ce que c'est de la qualité en plus? C'est un peu tout ça? Est-ce que c'est une foi que tu as? C'est quoi les bonnes attentes, tu penses, à te fixer en tant que CEO qui veut injecter de l'IA dans ses opérations? C'est une bonne question. Nous, on est un peu trop petit, tu vois, on est 150 personnes dans la boîte. On n'en est pas à des tailles de société, tu vois, où tu te poses des questions de mes gains de productivité, c'est 10%, donc je vais pouvoir... Et en plus, on n'a pas beaucoup d'opérations, nous, parce qu'on est une boîte de logiciels. Donc, en fait, concrètement, on a des développeurs qui codent et qui utilisent l'IA au quotidien pour coder plus vite. Mais ça, on a du mal à le mesurer quand même, parce que de toute façon, de mesurer de la productivité d'un développeur, ça reste assez difficile, en réalité. Et après, on a évidemment... tu vois, par exemple, des fonctions où l'IA va être importante. Par exemple, on a quelqu'un qui va faire des campagnes de prospection pour nous. Cette personne, elle utilise l'IA tout le temps, au quotidien. Donc peut-être, je ne pourrais pas te mesurer, tu vois, aujourd'hui combien on économise, mais peut-être qu'il est capable de faire le travail de 1,5 personne ou 2 personnes, ou ce qu'il fait, ça a peut-être 2 fois plus d'impact que s'il n'avait pas l'IA, tu vois. Parce qu'il va en effet être capable de traiter beaucoup de données, je sais pas, par exemple, il va aller visiter des sites et définir est-ce que c'est des bonnes cibles pour nous automatiquement. Ça, tu vois, au lieu de le faire manuellement et de passer 2 jours, en fait, c'est l'IA qui va le faire automatiquement. Donc tu ne suis pas des gains de productivité en nombre de TP économisés, etc. D'un point de vue budget investissement, c'est quoi la culture chez vous en tout cas, et celle que tu penses à recommander? Je pense que ça dépend vachement de la société. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on est une société rentable. On fait 30% à peu près de marge opérationnelle. Donc, on est plutôt dans une logique d'investir. Et donc, notre logique, tu vois, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait pour... il y a plusieurs volets. Il y a le volet dans notre produit, parce qu'on a un produit qui embarque de l'IA et on peut en parler aussi si tu veux. Et après, il y a dans nos opérations internes, c'est-à-dire dans comment on fait tourner la société. Et dans comment on fait tourner la société, par exemple, tu vois, on a quand même une initiative où on a une personne qui s'occupe de l'IA, qu'on a recrutée. Et là, on veut en recruter 2 de plus, dont l'équivalent d'un DevOps, c'est-à-dire un développeur IA, qui a pour objectif de faire en sorte que les développeurs utilisent au maximum et au mieux l'IA. Parce qu'on se rend compte que naturellement tous les développeurs vont pas, alors ils utilisent des solutions comme Cursor, mais à des niveaux de maturité différentes, et donc en fait ce qu'on voudrait, c'est avoir une personne qui par exemple va faire du change management en interne pour encourager l'adoption de l'IA pour nos développeurs. Donc ça, c'est Charles, ça veut dire que organisationnellement parlant, tu vois, si on réfléchit un peu à la fiche descriptive dans les opérations internes, comment l'Emlist intègre de l'IA, finalement tu à centraliser la gestion du changement chez des personnes. Il y a un genre de comité que vous avez créé. Comment vous avez créé cette dynamique-là et comment tu l'animes, toi, aujourd'hui? C'est une super bonne question. Et en fait, c'est un peu pareil que l'exemple qu'on a donné en intro. Je pense qu'il faut faire un mélange de centralisé et de décentralisé. Donc déjà, il faut qu'il y ait une conviction générale dans l'entreprise par les top managers, et jusqu'à tout le monde, qui est que l'IA va changer la façon de travailler de beaucoup de gens et qu'il faut savoir être à jour. Mais par contre, tu as quand même besoin d'avoir des ressources dédiées. Je vais prendre l'exemple sur le service client. Pendant une période, donc nous, on a un service client où il y a 15-20 personnes qui répondent à nos clients sur notre logiciel directement. Et donc, plus on a de clients, plus on a besoin de personnes qui répondent. Et en fait, on utilise une solution qui s'appelle Intercom, qui eux-mêmes ont développé leur IA qui répond. Et cette IA, au début, on a voulu l'utiliser, mais on n'avait pas de ressources vraiment dédiées pour s'en occuper. Donc en fait, les résultats n'étaient pas très bons parce que la documentation du produit était parfois insuffisante, parce qu'on vérifiait pas forcément assez les réponses, parce que les agents de support, leur métier, c'est de savoir répondre aux clients. C'est pas de savoir
faire en sorte que l'IA d'Intercom, même si c'est pas la nôtre, elle soit bien mise en place, qu'elle fonctionne bien, etc. Donc en fait, si tu crées pas un ownership quand même un minimum centralisé, tu as du mal à faire avancer le projet. Donc on a recruté quelqu'un qui est en charge de l'IA chez nous, qui est la première personne qu'on a recrutée qui fait ça, qui fait un peu comme un product manager interne, c'est-à-dire un chargé de projet, quoi. Et avant ça, Charles, vous aviez essayé de le donner à des gens de l'équipe opération, certains managers qui étaient peut-être plus passionnés, parce que là, il y a déjà eu un investissement sur une personne pour centraliser, créer la feuille de route, animer la culture, se faire avancer les choses. Est-ce qu'il y a une étape intermédiaire avant ça ou pas du tout ? Ouais, il y a une étape, en effet. Il y a eu les opérations. En fait, là, finalement, la personne qu'on a là-dedans, ça pourrait être une personne qui est aux opérations. C'est juste que elle est dédiée à ça. Donc, tu as toujours des arbitrages les personnes aux opérations. Ils ont plein de demandes en cours et donc, ils n'ont pas forcément le temps pour rajouter un projet significatif. Et on a aussi essayé les managers de l'équipe. Et pareil, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de compétences et de bande passante, parce que le manager de l'équipe, il a déjà un métier qui est de manager l'équipe, qui prend déjà a priori tout son temps. Donc si tu lui rajoutes un autre gros projet structurant, c'est quand même compliqué à gérer, quoi. Et donc on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et donc là, pour le coup, on a recruté quelqu'un il y a à peu près 4-5 mois. Et il est venu, il a tout amélioré, il a tout mis en place, il a regardé comment ça s'était répondu, il vérifie qu'il y a les bonnes ressources, que ça donne la bonne information. C'est quoi le profil, Charles, pour des gens qui se disent, tiens, moi aussi j'ai envie d'investir sur un ETP, c'est quoi les compétences, c'est quoi le savoir-faire Qu'est-ce que tu dirais des 2-3 clés de succès sur ce type de poste ? Ouais, nous, je pense que c'est quelqu'un qui est très très organisé. Enfin, nous, la personne qu'on a, c'est quelqu'un qui a plus un profil de gestionnaire de projet. Donc quelqu'un qui est très rigoureux, très méthodique, qui est évidemment très intéressé dans la technologie. Ça veut dire qui a envie de comprendre comment marche l'IA. Alors pas forcément qui est développeur, mais qui s'intéresse à l'IA, à comment ça fonctionne, à qu'est-ce qui fait qu'une IA marche bien, marche pas bien, etc. Donc je dirais vraiment quelqu'un. Nous, c'est quelqu'un qui avait fait du knowledge management, de la gestion de savoir dans une société qui s'appelle Virtuo. Et qui avait déjà fait un projet assez similaire d'implémentation de l'IA dans le service client. Mais pour moi, c'est un peu des mêmes profils que ce qu'on appelle les product managers aujourd'hui. C'est juste que c'est plus un product manager interne, où ça peut aussi être des profils type opération, qui sont des chefs de projet un peu techniques. Donc tu dirais chef de projet, ultra rigoureux, structuré, organisé, emmener les gens, passionné par la technologie, en tout cas très intéressé. Et qui a déjà évolué dans des fonctions transverses, donc comme ça j'imagine habitué à travailler avec des profils, des équipes, des contraintes, des objectifs différents. Exactement, ouais. C'est un peu c'est le profil qu'on a choisi et je trouve que ça fonctionne bien. Parlons de l'Emlist. Donc moi je suis client du produit. Merci. Des produits. J'espère Alors que t'es avant content. qu'on parle de l'IA dans l'Emlist que j'ai pu goûter, est-ce que juste tu peux nous brosser un peu l'Emlist aujourd'hui, qui est connu pour avoir été une boîte qui a été autofinancé pendant longtemps, et justement cet aspect très contenu, média, qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de l'Emlist aujourd'hui, du ou des produits que vous avez, parce que vous en avez plusieurs, il me semble. Ouais. Oui, donc nous, on partage pas mal de chiffres. Donc nous, aujourd'hui, on fait 42 millions de revenus récurrents annuels. On est rentable, on fait 30% de marge opérationnelle. On est en croissance assez forte, de l'ordre de 50% à peu près par an. Et donc, on a une suite d'outils. Donc, notre solution principale, ça s'appelle l'Emlist. En effet, on a à peu près 20 000 clients partout dans le monde. Donc, il y a une solution qui permet aux équipes commerciales de trouver des rendez-vous, de faire de la prospection pour trouver des rendez-vous qualifiés. Donc, on va à la fois permettre de trouver des prospects qui sont qualifiés pour les commerciaux et d'engager avec eux, de les contacter par leurs prospects par téléphone, par LinkedIn, par email, et puis donc de commencer une relation commerciale. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de faire une suite qui couvre l'ensemble des besoins des commerciaux pour qu'ils aient une seule interface pour faire de la prospection. Je trouve des données, j'ai des données de prospection, je trouve les emails des gens, je trouve leur numéro de téléphone, je peux les appeler, je peux leur envoyer des messages LinkedIn, etc. Et donc, on a, comme je disais, 20 000 clients, dont nos marchés principaux, c'est les US, la France et après l'Allemagne, le Canada. Et on est partout, on est vraiment partout dans le monde, on a 120 pays. Donc ça, c'est notre produit principal. Dedans, il y a 2 produits qui sont un peu connus, qui sont reliés à l'Emlist, qui est une solution qui s'appelle l'Emwarm, que tu adores, qui améliore la délivrabilité des emails. Donc, c'est un algorithme qui permet en fait de faire en sorte que les emails tombent moins dans les spams. Et l'Emcal, qui est une solution de scheduling, un peu comme un Calendly.
tu peux prendre rendez-vous. Et après, on a fait différentes acquisitions. Donc, on a acheté, à une époque, on a acheté Taplio et TweetHunter, qui sont des produits qui permettent de se développer sur LinkedIn et X, ex-Twitter. Donc de faire de planifier ton contenu, d'interagir avec des gens, en fait de grossir sur LinkedIn et de grossir sur X en termes d'audience. Donc ça c'est 2 autres produits. Et après là récemment on a annoncé qu'on achetait Clap, qui est une... Dont on est aussi client. Dont tu es aussi client. Et t'es content? Il y a mon budget chez Lemlist, mais il faut augmenter à vue d'œil. On choisit les solutions dont tu es client. tu vas me faire la liste de tes fournisseurs. Je vais voir les prochaines étapes. Non, mais, et donc là, on vient de les acheter. C'est une solution qui fait ce qu'on appelle de l'intelligence des conversations. Donc, Clap, ça permet d'enregistrer toutes les interactions qu'il y a entre des commerciaux et leurs prospects. Donc, des appels sur Google Meet, du téléphone et bientôt des emails. Et de transformer tout ça en texte et d'être capable de donner à l'IA et d'utiliser l'IA pour savoir utiliser tout ce contexte-là. Donc typiquement, Clap, ça va permettre de faire des comptes rendus de réunions, ça va permettre de remplir le CRM automatiquement, ça va permettre de coacher des sales en leur disant qu'est-ce qu'ils ont bien fait, qu'est-ce qu'ils ont moins bien fait à partir des réunions qu'ils ont fait, de les évaluer, etc. Donc pour le coup, c'est un produit pur IA. C'est un vrai produit utile, qui a de la valeur, parce que tu peux aussi t'en servir dans des réunions internes, tu peux aussi traduire ce que tu as appris pendant un rendez-vous, en contenu pour ton équipe marketing, en contenu pour ton équipe produit, ultra rapidement. Donc avant, tu devais prendre 15 minutes, 20 minutes après un rendez-vous pour te dire je vais exploiter mon rendez-vous, je vais l'envoyer à la personne en charge du marketing parce qu'il y a un verbatim, une phrase ou une question qu'elle m'a posée le prospect qui pourrait transférer un article de blog. Je vais faire un retour sur la démo parce que la personne me posait telle question, donc ça devait être pas clair. Et ça fluidifie énormément. C'est un vrai produit. Ça, tu l'utilises comme ça, toi? Nous, on l'utilise comme ça, en plus de, bien sûr, les conversations, les ateliers pour tout ce qui est gestion des clients. Quand tu fais du PMO ou de ce qu'on appelle du solution engineering chez Facet, par exemple. Nous, on a une plateforme d'agents IA pour les métiers back-office, finance. Ça permet de faire du traitement, du rapprochement de données et de l'exploitation. Et le sujet en IA, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, tu as besoin de démarrer par un cas d'usage qui crée de la valeur, puis un deuxième, puis un troisième. La plateforme, elle est ultra simple à prendre en main, mais souvent, tu travailles avec les équipes sur les cas d'usage les plus complexes où tu dois orchestrer plusieurs tâches IA. Et donc, ces ateliers-là, il faut comprendre les règles métiers des personnes qu'elles ont dans leur tête. Tu vois, chacun fait son métier d'une certaine manière. Là, Clap est très utile pour enregistrer ce pas à pas où la personne explique son métier de bout en bout et le réutiliser pour le mettre dans une slide, pour qu'à la fin du POC et du pilote, tu aies un business case. Il y a énormément de valeur. Peut-être que dans 2-3 ans, on pourra faire un connecteur Clap Facette qui fabrique les facettes à partir des Clap. Nous, on récupère, on synthétise, on l'envoie dans notre système de vibe coder et ça le vibe code. Et après, tu l'envoies en vidéo à ton client. C'est génial. C'est un super vrai produit. Mais du coup, c'est intéressant parce que on dit souvent qu'il y a un peu 3 stratégies. Il y a je saupoudre d'IA mes workflows de mon produit actuel. Donc, curieux que tu nous parles de ça. Je crée des nouveaux produits purement IA, donc avec une logique agentique ou sur de la donnée non structurée. Et potentiellement, je transforme, je vais sur de nouveaux marchés. Si tu regardes la première phase, vous, dans le produit, comment vous approchez le sujet? Est-ce qu'il y a des innovations et les gens peuvent tester des choses? Est-ce que vous prenez votre feuille de route actuelle, vous l'avez jetée, vous l'avez reconstruite? Comment vous avez approché surtout dans les sales, tu en as parlé, il y a beaucoup d'innovations avec ce qu'on appelle des SDR, IA, etc. Comment vous avez approché le sujet il y a 12-18 mois quand ça a commencé à boomer? Ouais, après, je parle du présent, on verra ce que l'avenir dit, mais en l'occurrence, comme dans tout marché concurrentiel, quand l'IA est arrivée, il y a des gens qui se sont dit je vais aller attaquer le marché de Lemlist en prenant un axe 100% IA. C'est-à-dire, et c'est quoi un axe 100% IA? C'est-à-dire, en fait, dans Lemlist, par exemple, tu peux trouver des prospects, créer des campagnes. En fait, au lieu que tu fasses ça, je vais juste te dire dis-moi qui tu es et je vais tout faire pour toi. Je te dirai ce que tu veux. Voilà, je te dirai qui il faut prospecter. Et donc c'est ça la promesse un peu des SDR AI. Et donc je pense que c'est une promesse qui répond à un besoin, parce que en fait, si tu dis à quelqu'un en fait, au lieu d'aller chercher tes prospects à la main, de créer tes campagnes, etc., en fait je vais tout faire pour toi, évidemment que ça fonctionne, puisqu'on sait que aujourd'hui, pourquoi Amazon fonctionne, c'est parce que ça te livre chez toi très rapidement. Pourquoi Netflix fonctionne, parce que tu as tout au même endroit. Enfin, la simplicité, de toute façon, c'est ce qui marche, c'est ce que les gens aiment. Donc évidemment que la proposition de valeur fonctionne. La difficulté, c'est encore une fois, c'est dans la réalisation, parce qu'en fait, il faut réaliser qu'il faut comprendre que pour faire ça
C'est-à-dire que d'un point de vue des capacités techniques, des capacités techniques que tu as, il faut avoir les capacités techniques que nous, on a et qu'on a mis plusieurs années à construire et tu vois, plusieurs dizaines de milliers de clients pour les construire. Et par-dessus, il faut rajouter de l'IA. Parce que et là où un Clap est différent, parce que par nature, Clap est un produit IA uniquement. Et donc, tu ne dois pas avoir les capacités techniques de base plus la couche IA. Donc, je pense que c'est ça qui est compliqué pour ces acteurs qui, dans la promesse, va avoir une promesse qui est vraiment très intéressante. Et après, dans la façon de la livrer, je pense que c'est plus difficile pour eux. Et je peux donner plein d'exemples, mais par exemple, il faut imaginer que nous, sur Lemlist, donc on a 10 000, parfois 20 000 personnes qui créent un compte tous les mois. Donc 20 000 personnes qui créent un compte, t'imagines, ça va être quelqu'un qui vend à des pharmaciens dans l'Ohio, quelqu'un qui va vendre des parapluies en Pologne, un mec qui vend de services de photographie en Uruguay, j'en sais rien. Donc tu as vraiment de tout. Et chacun va avoir besoin d'avoir des prospects différents. Donc, t'en as qui va chercher, en fait, en fonction de leur métier, de ce qu'ils vendent, ils vont vouloir avoir des prospects différents. Donc, pour avoir une base de données déjà qui est suffisamment, tu vois, large pour fournir tout ça, déjà, c'est des années, tu vois, de travail. Alors, évidemment, t'as plein de façons d'accélérer, etc. Mais le problème, c'est que le sous-jacent, qui est la donnée, de toute façon, il est difficile à avoir. Et c'est souvent ça qui va limiter un peu la capacité à fournir une promesse de taille. Donc, nous, c'est vrai que Lemlist, la façon dont on le voit, et de manière générale, notre approche de notre produit, c'est nous, de toute façon, on ne croit pas au truc magique parce qu'on ne pense pas que la maturité de l'IA soit à un niveau tel que tu es capable de faire pour le mec en Pologne, le mec en Uruguay, etc., un truc qui va être suffisamment bien pour fonctionner. Parce qu'en fait, la prospection, c'est quand même assez dur. Tout le monde reçoit des emails de prospection, tout le monde reçoit des appels. Tu connais bien, parce que tu as quand même dirigé une équipe commerciale. Ça marche toujours, honnêtement, ça marche toujours bien, mais pas pour tout le monde. Jamais, je trouve d'ailleurs. Si tu le fais bien, ça marche bien. Mais le problème, c'est que le fait est que quand tu promets de la simplicité, ça veut aussi dire un niveau de qualité moins bon. Et je trouve qu'il y a une prime à la qualité dans la prospection qui est très forte. C'est-à-dire, quand tu prospectes bien, tu as des très bons résultats. Quand tu prospectes pas bien, tu n'as vraiment pas du tout de résultats. Juste si on fait un petit zoom, c'est quoi typiquement les benchmarks ou les comparables que tu peux nous donner sur ce qui est une très bonne prospection aujourd'hui en 2025, compte tenu du bruit qui a été créé par ces acteurs-là, tu vois, taux de réponse, taux de conversion. Alors, ça dépend des marchés. C'est vraiment super dur de répondre. Pour nous, tu vois, Facet, on vend des plateformes d'agents IA pour les équipes financières, compta, administratives. Non, mais toi, tu vois, par exemple, tu pourrais... je pense que, tu vois, si on prend Facet, je sais pas, imaginons que vous vous adressez des sociétés de taille petite et moyenne. Oui, des entreprises entre 10 et 500 salariés. Voilà. C'est ça un peu notre... 10 à 500 salariés, donc tu as des dizaines de milliers d'entreprises comme ça en France. Si tu as une approche où tu vas faire des emails génériques par milliers, là, tes taux de réponse aujourd'hui, de réponses d'intéressés, de gens qui sont intéressés, ça va être de l'ordre de 0,1, 0,2, 0,3%, peut-être 0,5%, ça sera moins de 1% en tout cas. Même si tu te débrouilles bien. Alors après, si tu es excellent, peut-être que tu auras 1%, tu vois à peu près. Par contre, si tu fais une approche multicanal avec un humain qui orchestre, qui réfléchit à la stratégie sur chaque compte, etc., évidemment que tu vas travailler plus pour chaque compte, donc ça va être moins automatisé. Par contre, tu peux avoir du 5%, du 7%, parfois du 10% si tu travailles bien tes comptes, si tu les retravailles dans le temps, etc. Donc nous, en tout cas, on a notre vision, c'est que la prospection, ça marche et ça continuera à marcher, à condition d'être fait avec une approche qualitative d'abord. Et cette approche qualitative, on ne pense pas que l'IA soit capable de l'avoir. Parce qu'en fait, c'est comme si l'IA était capable de faire 80% du travail, mais que par contre, les 20% restants sont pas du tout accessibles à l'IA aujourd'hui, et produisent énormément de résultats. Donc dans votre produit, là, vous avez saupoudré de LLM, donc de modèles d'IA, votre produit. Où est-ce que c'est ? Donc nous, aujourd'hui, on a plusieurs choses. Donc on a, par exemple, on aide les gens à avoir un bon standard de prospection. Donc l'idée, c'est, on a un truc qui va créer des campagnes, où on va te dire, c'est qui ta cible, qu'est-ce que tu vends, pourquoi les gens achètent ton produit. Tu vois, un des trucs qui est bien à se poser, c'est tu as déjà vendu ton produit à quelqu'un, pourquoi ils ont acheté, et on va essayer de répliquer ça. De faire en sorte que d'autres personnes similaires, tu vas pouvoir leur donner comprendre vraiment ce qui a fait qu'une personne a acheté pour qu'une autre personne achète avec les mêmes raisons, une personne qui potentiellement ressemble à cette première personne. Donc nous, on va utiliser l'IA pour guider. C'est comme si c'était du contenu, en réalité. Enfin, pour moi, je trouve ça... sauf qu'au lieu d'avoir à lire du contenu, au lieu d'avoir à lire un document de 10 pages qui t'explique comment faire, c'est une IA qui te guide, qui te pose des questions, qui fait des hypothèses, et toi, tu lui dis oui ou non. Par exemple, te dis, j'ai vu ton site, a priori, tu vends ça, j'imagine que ton produit principal, c'est celui-ci, il répond à tel besoin chez telle personne, etc. C'est un partenaire qui est là pour t'aider, comme pourrait le faire quelqu'un en marketing produit, en réalité. Exactement. Sortir de ta tête
les éléments bruts qui vont être utilisés derrière. Exactement. Ça, c'est la première étape. Donc ça, c'est exactement. Donc c'est comme un chat GPT, mais spécialisé pour le sales, D'accord. qui est dans notre produit et qui après t'aide à construire ta campagne. Après, on a une deuxième brique et qui va même te trouver des prospects qui correspondent à ton audience. Voilà. On a une deuxième brique qui est plus invisible pour l'utilisateur, qui va utiliser la donnée, qui va utiliser l'IA sur des sets de données pour créer de la donnée qui n'existe pas. C'est-à-dire, typiquement, on va avoir plein d'informations sur des sociétés, on va créer des filtres qui vont être créés par l'IA. C'est-à-dire, on a nos équipes data vont faire des algos avec de l'IA ou de la data science, ça dépend, qui vont tourner et qui vont faire ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qui vont transformer un descriptif d'entreprise en un secteur d'activité. Par exemple, tu me dis, moi, je suis intéressé dans les pharmacies. Bah, imaginons que tu n'aies pas la typologie pharmacie qui soit disponible. En fait, on est capable de la recréer. Donc, ça peut aider à structurer la donnée pour qu'elle soit plus exploitable. Ça, c'est un peu le deuxième gros axe fonctionnel. Ou la nettoyer, etc. La nettoyer, voilà. Génial. Et ça, c'est nous nettoyer, standardiser, enrichir. Etc. Exactement. Donc ça, c'est ce que nous, on va préférer pour nos utilisateurs, pour leur donner un produit qui a plus de capacité que ce qu'il aurait si on avait fait ça. Et après, on va donner aux utilisateurs la capacité de le faire ça eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle des colonnes IA, où en fait, l'utilisateur va pouvoir importer par exemple des prospects, il va pouvoir créer des colonnes IA en disant, moi je veux que tu ailles chercher sur internet des news sur cette entreprise et que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont levé des fonds, ou que tu me dises qui est le CEO de cette boîte, etc. Donc tu peux intégrer ChatGPT, enfin OpenAI, mais tu peux intégrer Perplexity, etc. Et donc on permet à nos clients de construire avec l'IA, d'aller soit retransformer la donnée, soit aller chercher de l'information sur internet, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les variables IA. Donc c'est la troisième grande partie. Génial. Donc il y a ces parties-là, plus Clap, le nouveau produit IA que vous avez acheté. Exactement. Et pour clôturer ces innovations produits, la transformation de l'Emlist avec tes technologies d'IA, est-ce que tu peux juste, si tu t'en souviens, comment ça a démarré? Est-ce que il y a eu une réflexion sur comment on saupoudre d'IA, comment on booste nos capabilities? Est-ce que ça s'est fait naturellement parce qu'il y a des problèmes remontés, il y a de l'innovation dans la feuille de route, et évidemment que c'est une nouvelle corde à notre arc, donc on s'en sert. Est-ce que c'était un mix des deux? C'était quoi un peu l'approche? Ouais. C'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est de dire, est-ce que je bazarde ma roadmap, j'en recrée une autre, par où je démarre? Ouais, on n'a pas été extrémiste, ça veut dire qu'on ne s'est pas dit... on va tout remettre en question et tout reconstruire en IA first. On a plutôt une approche assez itérative qui consiste, et de manière générale, qui est très liée à notre culture, qui est d'être super proche de nos clients, donc de parler tout le temps aux clients et de regarder qu'est-ce que eux font et qu'est-ce qui produit des résultats. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire, moi, manuellement, je fais ce truc, c'est pas très efficient parce que j'ai dû construire quelque chose en interne. Et donc nous, on essaie de productifier et de rendre simple des choses que les équipes les plus avancées font avec beaucoup de technologie. Donc en fait, de manière générale, notre motto chez Lemlist, c'est de rendre simple la complexité qui fonctionne. Et donc en fait, on va voir les équipes les plus avancées au monde, on regarde ce qu'ils font et on transforme ça en produit. Et on va dire qu'on va baisser peut-être la qualité des résultats de 10%, mais en baissant la complexité, en divisant la complexité par 1000. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est de se dire comment tu rends accessible un truc en dégradant le moins possible la qualité qui va être délivrée, mais en le rendant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à utiliser. Voilà. Et Charles, si on se projette un peu sur le marché, peut-être pour qu'on élargisse, de quoi tu es sûr, toi, tu vois, des transformations dans l'industrie du sales en général à venir, tu vois, dans les 12-24 prochains mois, et peut-être contraposer quelle est la tendance dont tu n'es vraiment pas sûr, ou vraiment ça peut être dans un sens ou dans l'autre? Ouais, honnêtement, je suis pas sûr de grand-chose, pour être honnête, parce que ça va tellement vite que j'ai quand même, de toute façon, pas mal de doutes. Mais j'ai quand même des convictions, sans être sûr, tu vois. Ma conviction, c'est quand même que la vente, ça reste un métier humain. Et je le vois, tu vois, que en fait, et la prospection, d'autant plus, déjà que ça fait plaisir à personne d'être appelé. Si en plus c'est un robot qui t'appelle, franchement, c'est pas très, ça marchera pas, quoi. J'ai du mal à croire que quelqu'un va répondre à un robot et va dire, ah, ça m'intéresse vachement ce que tu vends. Tu vois, c'est un peu, je crois pas dans ce monde, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même, nous, ce dont on croit, c'est que l'IA va permettre de rendre les commerciaux beaucoup plus efficaces, en trouvant le bon équilibre entre ce qui est centralisé et décentralisé, pour qu'il y ait une adoption et qu'il y ait un sentiment d'appartenance des cas d'usage des équipes qui utilisent. Donc ça, je pense que c'est un truc vraiment à trouver dans les entreprises, que de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent créer des produits en centrale, mais après
que ça puisse être un peu changé, un peu retouché par les équipes qui vont derrière utiliser pour qu'ils ont l'impression que c'est leur truc et qu'ils aient envie de l'utiliser. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Donc ça, j'y crois beaucoup, moi, aux produits qui sont conçus en centrale et après décentralisés pour les commerciaux. Et donc typiquement, il y a des exemples super intéressants, mais par exemple, Agicap me montrait que eux, ils ont toute une extension sur leur navigateur qui fait un certain nombre de choses et que le commercial peut venir éditer. Donc par exemple, ça va créer des mails de suivi après un rendez-vous, ça va remplir le CRM d'une certaine façon et le sales va pouvoir potentiellement changer la façon dont ça remplit le CRM, etc. Donc ils ont conçu une infrastructure qui permet de faire des choses et après les commerciaux peuvent potentiellement un peu éditer la façon dont ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc moi, j'ai quand même une croyance que que l'adoption de l'IA va augmenter petit à petit, mais que ça va prendre pas mal de temps. Par contre, j'ai pas une très grosse conviction que on va vraiment vers des interfaces entre l'humain et la machine très habituelles. Enfin, moi, tu vois, j'ai une vraie question sur... Il y a, par exemple, des solutions qui te proposent une IA qui répond qui est un avatar, qui va répondre à tes clients qui viennent sur ton site. Et ça peut être la question de est-ce que le site web va devenir ça ? Est-ce que le site web, au lieu d'être quelque chose où tu cliques sur des trucs, ça va être juste un avatar qui va te dire qu'est-ce que tu cherches, comment je peux t'aider, qui va te poser des questions, etc. Peut-être que les habitudes vont changer en ce sens ou que ça va être complémentaire au site, mais c'est quand même très virtuel. Enfin, c'est quand même un monde assez différent de celui qu'on connaît. Et moi, la question que je me pose, c'est dans ce cas-là, est-ce que le vendeur, enfin, est-ce que dans ce cas-là, si c'est une IA qui vend, est-ce que l'acheteur sera pas aussi une IA, tu vois, dans ce cas-là. et donc comment tu fais, tu vois, un monde parce que je crois plus à une IA qui vend et une IA qui achète qu'à une IA qui vend et un humain qui achète, tu vois, pour le coup. Il y a des entreprises comme LinkUp, par exemple, qui est une entreprise française, qui justement essaye de créer cette infrastructure où c'est des agents qui transactent entre eux et qui ont accès à la donnée du web. Je trouve que typiquement, il faut regarder les expériences dans le retail, dans le vrai monde. Dans le vrai monde, ça serait cool que les vendeurs soient équipés de tablettes avec des assistants IA qui connaissent tout le catalogue, qui puissent mieux te conseiller, mais à la fin de la journée, c'est le vendeur que tu es venu voir. S'il s'agit de taper sur une console, je reste chez moi et je regarde sur le site web, tu vois, d'une marque connue ou d'Amazon. Voilà, ça, je pense ça. Et à nouveau, il y a un mix, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'Emlist. Il y a eu énormément de logiciels qui a été développé, du clic-bouton, des workflows, des processus, des expériences de design. Il y a de l'IA, il y a une complémentarité avec les deux. Tu n'utilises pas les deux au même moment, de la même manière. Donc, c'est probablement un mix des deux qui va permettre de proposer différents parcours clients en fonction de comment tu veux consommer ou tes besoins, quoi. J'en suis assez convaincu. Et tu vois, il y a une autre tendance aussi dans laquelle je crois pas mal. C'est qu'on voit aussi quand même de plus en plus de construction de produits internes. Et ça, je pense que ça va rester quelque chose qui va pas mal dépendre de la taille des entreprises. Je pense que les entreprises les plus grosses, avec plus de moyens, vont plus avoir tendance à construire leurs propres outils. Et tu vois, on le voit avec Klarna qui dit qu'ils arrêtent Salesforce. Bon, il y a beaucoup d'effets d'annonce, etc. Mais c'est vrai que ça pose quand même des questions un peu sur l'avenir du CRM, tu vois, de manière générale. Aujourd'hui, un CRM, c'est une base de données, tu vois, avec un front-end, avec une interface et de la logique. C'est vrai que demain, tu peux recréer un CRM. Aujourd'hui, vu de la vitesse à laquelle tu peux faire de la technologie, tu peux te poser la question, quand tu dépenses 1 million d'euros, 2 millions d'euros avec Salesforce par an, est-ce que tu n'as pas plus intérêt à recréer ton CRM qui en plus n'est pas forcément bien utilisé, etc. Donc moi, je trouve qu'il y a aussi peut-être une tendance, et ça, je le mettrais plus sur des boîtes qui ont plus de moyens, qui sont plus grosses, plus matures. Je pense que quand tu es petit, tu réinventes pas tes technologies parce que tu prends des technologies qui existent, même si elles sont pas parfaites. Mais plus tu grossis, plus tu as un intérêt à reconstruire une technologie qui est sur mesure. Et donc, tu vois, quand un Salesforce te permettait de customiser beaucoup de choses et donc de recréer finalement du sur-mesure, mais avec quelque chose qui existait déjà, aujourd'hui, la partie de Salesforce qui existe déjà, elle est presque open source. Finalement, est-ce que tu as intérêt à prendre un Salesforce ? Alors, je pense que la réponse est encore aujourd'hui oui. Mais tu vois, au rythme où va la technologie, l'IA, je ne suis pas encore sûr qu'une boîte de 1000, 2000, 10 000 personnes achèterait encore Salesforce dans 10 ans. Tu vois, je me pose la question en tout cas. Tu vois, d'à quel point ça peut changer. En tout cas, sur l'Emlist, pour l'instant, la question ne se pose pas pour nous. Non, pour nous, la taille de nos clients, ça ne se pose pas trop. Mais par contre, tu vois, on voit, parce qu'on a des clients qui sont très, très technologiques. Nous, on a une API qui est vraiment hyper abouti, où tu peux recréer un Lemlist, quasiment, il y a un truc que tu peux pas faire, mais tu peux recréer un Lemlist sans Lemlist. C'est-à-dire, tu pourrais recréer une interface et utiliser Lemlist sans marquer Lemlist en marque blanche, tu vois. Il y a un truc que tu pourrais pas faire, mais c'est le seul truc. Et en fait, tu pourrais très bien imaginer que demain, il y a des boîtes qui font ça, qui ont des équipes qui vont reproduire des interfaces, etc., en utilisant l'API de Lemlist. Et donc, nous, on croit aussi beaucoup là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on veut à la fois pouvoir adresser
des clients en ayant une interface finale qui est intuitive et qui est agréable à utiliser, mais aussi leur permettre de construire leurs propres produits en utilisant Lemlist. Lemlist adhère à une technologie qui va envoyer des emails, qui va attendre la bonne durée pour renvoyer un autre email, qui va warm up. Donc, finalement, vendre la couche d'en dessous, donc redescendre d'un niveau. Exactement. Charles, si on veut suivre un peu les aventures de Lemlist et compagnie, ouais. Où est-ce qu'on vous suit avec plaisir pour nous suivre, c'est toujours cool. Moi, j'écris pas mal sur LinkedIn. Guillaume Moubèche aussi, qui est le fondateur. Donc moi, voilà, franchement, honnêtement, on est très présent sur LinkedIn, peut-être parfois trop. Mais c'est toujours un plaisir si les gens veulent des news. Super, trop bien. Merci beaucoup Charles. Merci pour beaucoup ton Nicolas. accueil et à la conversation. Merci pour ton temps, trop sympa. À bientôt.